Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Le 13 novembre 2015, il y a 10 ans, la France expérimentait l'un des pires traumatismes de son histoire récente. Il est 22h25 sur France Info, Franck Noblesse. Un seul titre ce soir, plusieurs fusillades à Paris, des explosions à Saint-Denis près du Stade de France. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Ah, barrez-vous! Il y a des attentats! À 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock dans la salle du Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu à l'arme automatique. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Les attentats de Paris et de Saint-Denis, 10 mois après ceux de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, sont encore très vifs dans nos consciences. Mais à l'époque, on ne prenait sans doute pas pleinement la mesure des conséquences profondes que ces actes terroristes allaient avoir sur notre société. En 2015, j'étais déjà journaliste, je travaillais dans une grande radio nationale. Et je me souviens que si beaucoup de monde craignait dans un premier temps que ces attaques n'offrent un boulevard à l'extrême droite, rapidement s'était installée l'idée que malgré tout, notre pays avait résisté aux passions tristes et à l'esprit de vengeance. Hélas, 10 ans plus tard, force est de constater que l'extrême droite est plus que jamais en position de force et que ses membres les plus radicaux, dans les rangs de ce qu'on appelle l'ultra-droite, sont de plus en plus violents. Évidemment, les attentats de 2015 sont loin d'être la seule raison de cette tension qui s'installe, mais ils ont certainement joué leur part, notamment vis-à-vis des membres les plus jeunes de ces franges radicalisées d'extrême droite, souvent les plus virulents, souvent les plus animés par une volonté de vengeance, au point qu'on les désigne parfois sous le nom de génération Bataclan. C'est à cette jeunesse d'ultra-droite qu'on va s'intéresser dans les 2 prochains épisodes. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Le fait est qu'on a un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'en effet, il y a eu un impact majeur des attentats du Bataclan et plus globalement des attentats de novembre 2015 sur l'extrême droite radicale. Sébastien Bourdon est journaliste. Il a notamment travaillé pour Mediapart et pour Le Monde. Il a signé en début d'année le livre Drapeau noir, jeunesse blanche, une enquête sur le renouveau des groupuscules d'extrême droite, paru aux éditions du Seuil. À la fois sur un certain nombre de personnes qui militaient déjà à cette époque-là, et à la fois, et c'est là où on voit pour l'instant plus des prémices, et c'est un peu peut-être des effets un peu d'avant-garde qu'on commence à apercevoir, mais qui sont difficiles à parfaitement objectiver, sur une génération plus jeune, et donc sur des personnes qui, en fait, en 2015, étaient des enfants ou des tout jeunes adolescents, et qui, à l'heure actuelle, en 2025, commencent à arriver en âge de militer, ou en tout cas de s'approcher d'un certain nombre de structures militantes. Il y a une importance des attentats de 2015 dans la rhétorique de l'extrême droite radicale, à travers ce que cristallise en fait et ce que symbolise pour ces militants cet événement. Pour eux, les attentats de 2015, c'est vraiment la preuve absolue et disons un peu la dernière pierre de l'édifice qui vient prouver qu'il y a une incompatibilité fondamentale dans un vivre ensemble, une cohabitation pacifique, selon les termes qu'on choisit d'utiliser et qu'eux-mêmes souvent dénoncent, mais en tout cas une impossibilité de vivre avec un autre qui serait une sorte de tout arabo-musulman, parce qu'on a évidemment dans leur perception de cet événement-là une imbrication de la question religieuse et du djihadisme avec une question raciale et ethnique. Et donc, pour eux, la question des attentats du Bataclan dépasse largement la simple question du terrorisme lié à l'État islamique et vient être en fait la sorte de figure de proue des problèmes liés à ce qu'ils considèrent être un grand remplacement qui serait en cours, déjà largement enclenché d'après eux. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas simplement un lien entre les attentats
et le groupe terroriste État islamique, mais vraiment un lien direct entre ces attentats et la question plus globale de l'immigration. Je pense que cet argument, il se traduit essentiellement à travers les actions militantes en fait de ces groupes. Je vais pas faire la liste parce qu'elle serait longue, mais il y a quand même beaucoup d'actions de ces dernières années, que ce soit des collages, des déploiements de banderoles, des happenings divers et variés, notamment liés à Génération Identitaire, mais pas uniquement, qui sont des réponses, ou en tout cas qui font suite à un certain nombre d'attentats qui ont pu avoir lieu en France ou ailleurs en Europe. Pas très longtemps après les attentats du Bataclan, Génération Identitaire a fait une action devant la salle du Bataclan avec le déploiement d'une banderole. De la même façon, plus récemment, suite à l'assassinat de Samuel Paty, on a eu plusieurs groupes d'extrême droite qui étaient allés devant le lycée où travaillait Samuel Paty, déployer une banderole quelques jours après son assassinat. Et il y a eu d'autres cas de figure, bien évidemment. J'ai aussi en tête une action de Génération Identitaire de mémoire à Toulouse, où ils avaient déployé dans la rue des sortes de personnages en carton qui représentaient des djihadistes et pour en gros alerter dans leur idée la population sur en gros la présence de cette menace et en gros ils sont parmi nous quoi. Alors c'est des jeunes qui s'étaient radicalisés avant 2015, mais 2015 leur a donné envie de passer à l'action. Eliamine Setoul est sociologue, spécialiste des radicalisations. Il a signé cette année une enquête fascinante qui tisse des liens étonnants entre ultra-droite et djihadisme. Ça s'appelle Suprémaciste, anatomie d'un parcours d'ultra-droite, et c'est paru aux éditions Université Paris-Cité. 2015 a créé un choc moral, ils ont eu le sentiment que leur pays était agressé, envahi, etc. Et ça a créé un choc moral qui est assez fréquent dans les mouvances djihadistes où on le retrouve. C'est-à-dire que le fait d'avoir un sentiment de profonde indignation, ça crée souvent des passages à l'acte. Exemple, je vous donne un autre exemple. Brenton Tarrant, le terroriste australien qui a attaqué cette mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, justifiait ses actions en disant « vous avez tué une petite fille à Manchester », en parlant des djihadistes, donc moi je viens me venger. Donc cette espèce d'esprit de vengeance, il est souvent assez central dans le passage à l'action terroriste. On le voit des djihadistes vers l'ultra-droite, de l'ultra-droite vers les djihadistes, et ça effectivement c'est central. C'est-à-dire que médiatiquement on les voit comme des agresseurs, mais les djihadistes, lorsque vous discutez avec eux, ils se perçoivent comme des défenseurs de leur communauté, défenseurs des musulmans, défenseurs de leur religion. Et c'est à peu près la même chose chez l'ultra-droite. C'est-à-dire qu'ils disent jamais qu'ils ont agressé des gens. Ils disent qu'ils ont défendu leur communauté française, blanche, chrétienne, européenne, leur identité, etc. Donc c'est toujours une logique de défense, beaucoup plus qu'une logique d'offense. Le tireur de Christchurch serait lui aussi imprégné d'une idéologie raciste et anti-musulmane. Sur Internet, il a publié ce manifeste, 74 pages, intitulé « Le grand remplacement ». L'homme décrit aussi les étapes de sa radicalisation. Mais ce qui le décide aussi à commettre cette attaque, ce sont ses impressions lors d'un voyage en France. Le déclic final fut l'observation de l'état des villes et des villages français. Où que j'aille, les envahisseurs étaient là. De leur point de vue, en fait, ou du point de vue en tout cas d'un certain nombre de ces militants, les attentats, le passage à l'acte de Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande, qui fait une 50aine de morts, c'est en fait une forme de vengeance justement des attentats du Bataclan ou d'autres, mais en tout cas dans leur tête c'est un peu ce œil pour œil, dent pour dent, et donc de la même façon que il, entre guillemets, cet autre étranger arabo-musulman vient chez nous massacrer nos semblables, et une des réponses à apporter, c'est de faire la même chose chez eux, et donc de passer à l'acte, et notamment de viser des mosquées pour tuer des musulmans. Les attentats de 2015, ils ont des résonances surprenantes dans les rangs de l'extrême droite, au point que cette dernière va ressusciter ce qui a été l'un de ses principaux chevaux de bataille dans les années 50 et 60, la question algérienne. Il y a tout un imaginaire de la guerre d'Algérie qui revient à cette période. Dans le livre, je parle des fantômes de la guerre d'Algérie en novembre 2015, parce que d'une part, l'État remet en place le système de l'état d'urgence, qui n'avait pas été activé depuis la guerre d'Algérie,
Deuxièmement, on a médiatiquement des hommes politiques qui vont faire ce parallèle. Hein. Je pense notamment à Zemmour qui parle d'une revanche de la guerre d'Algérie, en fait. Nous sommes dans la revanche de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que le colonisateur, ce n'est plus le français. Aujourd'hui, c'est celui qui vient du Sud et qui a des comportements colonisateurs. On a aussi la méthodologie d'attaque des terroristes. Hein. C'est-à-dire que le mitraillage de bars et de cafés qu'on a vu en novembre 2015, c'était aussi des pratiques en vigueur, je dirais, pendant la guerre d'Algérie. Hein. On sait que le FLN a fait ça, et l'OAS. L'OAS, c'était à l'époque de la guerre d'Algérie l'organisation armée secrète, le groupe terroriste d'extrême droite qui militait pour le maintien de l'Algérie française, à grand renfort d'attentats et d'assassinats. Un héritage qui peut paraître lointain, mais qui parle encore, même aux plus jeunes. Dans son livre, Eliamine Setoul suit le parcours d'un jeune militant d'ultra-droite d'une vingtaine d'années, qu'il appelle Kylian, arrêté et condamné à 9 ans de prison pour avoir fomenté des attentats en France avec un groupe de radicalisés qu'il dirigeait, un groupe qu'il avait baptisé OAS. Kylian a construit un groupe qui s'appelle l'OAS, non pas pour l'organisation de l'armée secrète comme l'OAS historique des années 60, mais organisation des armées sociales. Et il faut bien comprendre que c'est des jeunes qui ont été biberonnés à la propagande de l'État islamique, hein, donc ce fameux drapeau blanc et noir avec écrit en arabe un message, etc. Là, on a affaire à des jeunes qui reprennent l'OAS. Alors, il faut comprendre ce qu'a été l'OAS aussi historique. Hein. L'OAS, en 61-62, c'est une organisation qui se bat pour le maintien de l'Algérie française, qui a commis à peu près 13 000 attentats, qui a fait 2200 morts à peu près. On dit qu'en mars 62, l'OAS aurait commis un attentat toutes les 10 minutes à Alger. Donc on est vraiment dans l'hyper-terrorisme. Et ça fait un peu écho à l'imaginaire de l'État islamique, hein, cette espèce d'hyper-terrorisme, d'hyper-violence. Et sans compter l'emblème aussi de ce qu'a été l'OAS, donc un sigle blanc et noir en fait. Hein. Le logo de l'OAS c'était blanc et noir, avec un slogan particulièrement percutant. L'OAS frappe qui il veut, quand il veut, où il veut. Donc ça aussi, c'était assez fascinant pour ces jeunes. Et puis, il faut aussi mentionner ici les trajectoires familiales des membres de ce groupuscule de jeunes qui entretiennent de manière plus ou moins forte un lien aussi avec l'Algérie française. Beaucoup sont des petits-enfants de l'Algérie française, donc des petits-enfants de pieds noirs. À peu près 2/3 dans le groupuscule je dirais, le noyau dur des 10 personnes. Ce groupe OAS Nouvelle Version, il s'est formé dans la foulée des attentats de 2015, comme pas mal d'autres. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir une contradiction profonde dans le fait de vouloir, au nom des victimes du terrorisme, devenir à son tour, rien de plus qu'un terroriste. En fait, il ne faut pas voir l'extrême droite et l'extrême droite radicale surtout comme étant un groupe, une organisation ou une mouvance très doctrinaire. Il y a quand même historiquement une flexibilité intellectuelle et idéologique assez importante de ce côté-là de l'échiquier politique, et notamment en ce qui concerne les groupes les plus récents et les jeunes générations. On a quand même une porosité assez importante et grandissante entre les différentes chapelles, les différentes tendances historiques et politiques de l'extrême droite. C'est-à-dire que la plupart des jeunes militants d'extrême droite, il y a une sorte de corpus commun idéologique qui, à peu de choses près, peut se résumer au fait que la menace principale et omniprésente qui guette la France et l'Europe, c'est le grand remplacement. Et donc que face à ce grand remplacement, il faut que les Blancs se réveillent, s'unissent et se défendent pour justement mettre fin à ce grand remplacement. Ça, c'est à peu près le socle partagé par peu ou prou tout le monde à l'extrême droite radicale. Après, il y a, disons, des teintes qui viennent s'ajouter par-dessus ça. Mais la plupart des militants d'extrême droite radicale, à quelques exceptions près, ne sont pas des grands doctrinaires, ne sont pas des grands idéologues. Et donc, l'ambivalence ou les contradictions existent et sont parfois d'ailleurs assumées assez largement. Ce qu'on voit depuis quelques années, et c'est assez déroutant pour les services de renseignement, c'est des groupuscules qui vont agréger pêle-mêle des djihadistes, des néo-nazis, etc. Ça se passe souvent sur les réseaux sociaux ou sur les messageries, comme Telegram ou WhatsApp, etc. Et il y avait un cas qui était assez je dirais, décontenançant. C'était en 2021, une cellule qui a été démantelée sur WhatsApp, de jeunes qui parlaient de détruire des églises, des mosquées, qui ciblaient plein de choses différentes, qui agrégeait à la fois 2 sympathisants néo-nazis et 2 sympathisants djihadistes. Une jeune fille qui avait, je crois, 17 ans, tout juste majeure, peut-être 18 ans au moment de son interpellation, dans le sud de la France,
qui vient d'une famille très précaire, un jeune homme à Paris qui avait un parcours scolaire brillant, qui venait d'une famille plutôt bourgeoise, et 2 ados qui, pareil, avaient, je pense, 2 hommes qui avaient 15-16 ans, deux adolescents, un de mémoire en Normandie et un autre en Alsace. Et le point commun de ces quatre jeunes et ces 4 adolescents, c'est qu'ils échangeaient en ligne les uns avec les autres et qui préparaient, en tout cas qui discutaient d'un potentiel projet ou 2 potentiels projets d'attentats terroristes avec un mélange, selon les profils, d'une fascination pour certains pour le nazisme, et donc il y en a certains qui s'inscrivaient, et notamment les 2, celui en Normandie et celui en Alsace, qui eux étaient vraiment dans une idéologie néo-nazie et qui pensaient à un passage à l'acte visant potentiellement des mosquées. Et en parallèle de ça, ils s'étaient associés, ou en tout cas ils échangeaient avec donc, le garçon parisien et cette fille dans le sud de la France, qui pour le coup hésitaient un peu, surtout cette jeune fille du sud, entre le djihadisme et le néonazisme. Alors ça peut paraître extrêmement étonnant. Pour autant, c'est pas si absurde que ça. Et ça, on le voit dans un certain nombre de dossiers. Et c'est notamment un rapport du Parquet national antiterroriste qui soulignait justement cette question de la faiblesse idéologique d'un certain nombre de projets terroristes déjoués ces dernières années, et le fait que, encore une fois, on n'est pas sur des personnes qui sont des grands idéologues, et on est plus justement, notamment pour ces très jeunes profils, sur une fascination pour la violence, et qui du coup va puiser dans les différents registres de violence extrême, et les différents exemples de violence extrême qu'on a connus. C'est un espèce de mix assez déstabilisant, et qui donne le sentiment qu'aujourd'hui, l'idéologie devient presque secondaire. On a de plus en plus de jeunes très radicalisés, assez déstructurés aussi. Et comme je le dis dans le livre, je reprends une formule de Musset, peu importe le flacon idéologique, pourvu qu'on ait l'ivresse de la radicalité. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Donc des profils beaucoup moins construits idéologiquement, mais beaucoup plus radicalisés. Et on a l'impression que ce qui compte, c'est d'exprimer sa radicalité, peu importe le support idéologique. Et donc pour cette jeune fille, alors c'est très morbide, mais ça en dit long sur l'importance de ces attentats et leur symbolique. Quand elle a été interpellée, sur sa table de chevet, il y avait une photo imprimée et encadrée de la tête décapitée de Samuel Paty. Il y avait dans sa chambre d'autres images en lien avec l'État islamique. Et en parallèle de ça, dans ses carnets, dans les projets qu'elle évoquait, elle dessinait des croix gammées, elle dessinait des symboles SS, etc., etc. Donc on était vraiment sur une sorte d'imbrication. Et donc, de ce point de vue-là, quelque chose d'assez particulier, mais avec, encore une fois, ce symbole horrible de cette photo imprimée sur la table de nuit, une importance d'un certain nombre d'attentats terroristes, en l'occurrence l'assassinat de Samuel Paty. Cette image terrifiante de cette jeune fille arborant sur sa table de nuit une photo aussi épouvantable, elle fait forcément écho à un grand classique de l'ultra-droite dans la sphère numérique, la diffusion massive d'images immondes prises lors d'attentats. Par exemple, la photo de la fosse du Bataclan le 13 novembre 2015, abondamment relayée par les militants d'extrême droite les plus agressifs. Il y a une vraie importance de ces images et une vraie utilisation de ces images de la part d'un certain nombre de ces militants d'extrême droite ou d'extrême droite radicale autour d'une idée qui est que les Français blancs dans leur tête, puisque l'idée est de lutter contre ce qu'ils considèrent être donc ce grand emplacement, que les Blancs, pour le reprendre selon leurs termes, que la majorité de la population blanche serait dans une forme de torpeur, d'aveuglement face à ce qui est déjà là, et que donc, pour sortir ces Blancs de la torpeur, il faudrait leur montrer la vérité en face et leur montrer la réalité, entre guillemets, toujours selon leur point de vue, de ce qu'est le grand remplacement et de quelles sont déjà les conséquences de l'immigration et de ce grand remplacement. Et donc, de ce point de vue-là, la diffusion d'images choc, parfois d'une violence extrême, liée entre autres à ces attentats, joue un rôle, est quelque chose d'assez récurrent. Et par ailleurs, ça s'inscrit aussi dans cette idée que nous, militants d'extrême droite, allons montrer la vérité aux Français blancs, la vérité que les médias cachent, puisque les médias, justement, encore une fois, le système, les médias dominants, etc., pour reprendre leur façon de penser,
ces mêmes médias ne diffusent pas ces images et donc mentent sur, ou en tout cas essayent d'atténuer ce qu'est la réalité des attentats du Bataclan ou de l'assassinat de Samuel Paty, etc., etc. Pour prendre un exemple vraiment tout récent, alors pour le coup qui ne concerne pas la France, aux États-Unis, il y a une jeune femme, je crois réfugiée ukrainienne aux États-Unis, qui a été poignardée dans un bus par un homme noir, qui est décédé, et ça a été filmé, je suppose, par une caméra de surveillance du bus. Les images sont terribles, et là, ça fait, je pense, 10 jours que je vois à peu près toute l'extrême droite possible et imaginable, et notamment tout un tas de groupuscules, relayer en boucle soit des photos, soit la vidéo en tant que telle de cet acte horrible, en essayant de dire, voilà la réalité de ce qu'est la cohabitation entre des Blancs et des Noirs, pour justement essayer de choquer, très clairement, en espérant que ça va éveiller les consciences dans le sens qu'il l'espère. Encore une fois, ça peut paraître contradictoire d'instrumentaliser la violence pour la dénoncer, mais ça s'inscrit très bien dans la stratégie du choc que déploie l'ultra-droite. Une stratégie qui ressemble, ça aussi c'est déroutant, à celle de l'État islamique qui, en son temps, misait sur les mêmes ressorts de communication violente pour à la fois effrayer l'Occident et séduire ses futurs recrues. Il faut avoir une vision de ces idéologies comme des idéologies qui se regardent et qui s'épient les unes les autres. Donc elles vont s'inspirer les unes des autres. Exemple, Kylian, que j'ai rencontré, m'expliquait qu'il faut absolument copier les systèmes de recrutement de l'État islamique, au niveau marketing, au niveau production, vidéo en ligne, etc. Parce que c'est les meilleurs en termes de marketing, c'est les meilleurs en termes de communication. Et donc, il voulait même créer un National Media Center, donc une espèce de centre de propagande nationale, calqué sur le Hayat Media Center, qui est la puissante organisation de propagande de l'État islamique. On voit d'autres phénomènes. Vous regardez par exemple un groupe d'ultra-droite comme le GUD, donc le groupe Union de Défense, qui a été dissous il y a quelques années. Si vous tapez sur Google GUD images, certains font le signe du Tawhid, donc ce signe qui consiste à lever l'index vers le ciel, cher à certains islamistes, parce qu'ils trouvent que ça fait tendance en fait. Donc il y a aussi toute une forme de circulation des pratiques, des manières de faire, des méthodologies et, je dirais, de l'imaginaire. Cet effet miroir de la radicalisation djihadiste et de la radicalisation d'ultra-droite, ce sera l'un des points qu'on va explorer dans le prochain épisode.